Ma femme infidèle a porté un toast, félicitations. Tu vas être papa. Je me suis levé et j'ai dit, tu ferais mieux de féliciter mon meilleur ami. Salut Reddit, prenez un encas et profitez du spectacle. Avant toute chose, il vous faut le tableau complet pour comprendre. Je suis Zach, 44 ans, un homme, avec une maison à Arvada. Je l'ai hérité de ma grand-mère. Elle est payée, 3 chambres, avec un garage détaché où je passe la plupart de mes week-ends. J'ai un boulot dans la coordination logistique de fret pour un distributeur régional basé à Commerce City. C'est ennuyeux, je sais, mais ça paie bien. Ça fait 12 ans que je suis dans la même boîte. Mon truc à moi, ce sont les vieux camions. J'ai un Ford F100 de 1972 qui traîne dans mon garage depuis 6 ans. Il se transforme doucement, passant de l'état de tas de rouille à quelque chose qui vaut le coup d'œil. Je l'ai acheté à un gars de Fort Collins pour 3000 balles, ce qui était probablement trop, mais le châssis était solide. J'ai refait le carburateur moi-même. J'ai remplacé les conduites de frein. J'ai même déniché un volant d'origine dans une casse au Kansas. Le samedi matin, c'est ma messe à moi, café, main couverte de graisse, et du rock classique à la radio que j'ai fixé au mur. Michael était mon meilleur ami depuis 2 décennies. On s'est rencontrés quand on avait tous les deux 24 ans, alors qu'on bossait dans le même entrepôt avant qu'aucun de nous ne sache quoi faire de sa vie. On était jeunes, fauchés, sans aucun plan. C'était le gars qui a conduit 4 heures, à 2 heures du matin, quand mon père a eu son AVC en 2009. Il s'est assis dans cette salle d'attente d'hôpital pendant 16 heures, n'a pas donné de conseils, il est juste resté là. Quand il a lancé son entreprise d'aménagement paysager 7 ans plus tard, je me suis porté garant pour un prêt d'équipement de 40,000 $ parce qu'aucune banque ne voulait toucher à son historique de crédit. Je n'ai pas hésité. C'était l'amitié qu'on avait. Le genre où on ne compte pas les points, parce qu'on sait déjà que l'autre sera là quand ça compte. Rena et moi étions mariés depuis 11 ans. Pas d'enfant. On a essayé, échoué, et on a fini par faire la paix avec ça après des conversations difficiles et des silences encore plus lourds. Les soirées en amoureux du jeudi au même endroit près de la rivière, celui où il connaissait notre commande sans demander. Les dîners du dimanche chez ses parents à Lakewood. Elle gérait les finances parce qu'elle était meilleure pour ça. Elle l'avait toujours été. Je m'occupais du jardin et des voitures, parce qu'elle ne s'intéressait ni à l'un ni à l'autre. Ça marchait. C'était solide, confortable d'une manière qui semblait méritée. Michael a épousé Eva il y a 8 ans. J'étais son témoin. Rena était demoiselle d'honneur. Après ça, nous sommes devenus un quatuor, presque par accident. Les vacances chez l'un ou chez l'autre. Des voyages de camping à Steamboat où on se disputait sur les meilleurs coins de pêche. Les barbecues du vendredi qui finissaient tard. Thé glacé et histoire autour du brasero. C'était comme une famille, le genre qu'on choisit parce que les liens du sang ne vous ont rien donné de mieux. Puis Eva a appelé. Mardi soir, fin septembre. J'étais dans le vestiaire d'entrée en train d'enlever mes bottes de travail quand mon téléphone a vibré. Le nom d'Eva sur l'écran. Inhabituel. D'habitude elle envoyait des SMS, et généralement pour la logistique, les plans de dîner, ou les changements d'horaire. J'ai décroché. Et, Eva, qu'est-ce qu'il y a? Sa voix n'était pas normale. Comme quelqu'un qui pleurait depuis 1 heure et essayait de tenir le coup juste assez longtemps pour dire ce qui devait être dit. Zach, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Complètement honnête. J'ai arrêté de délasser ma botte, je me suis redressé. Le ton de sa voix m'a mis en alerte. Eva était habituellement chaleureuse. Facile à vivre. Là, c'était tout autre chose. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle a pris une respiration. Je l'ai entendu trembler à travers le téléphone. Est-ce que Rena t'a déjà mentionné quoi que ce soit sur le fait d'être enceinte? La question ne collait pas. Rena et moi avions arrêté d'essayer il y a des années. La FIV n'avait pas marché. On avait fait notre deuil, on en avait parlé, et on avait fini par accepter que notre vie serait différente de ce qu'on avait prévu. Elle n'était pas enceinte. Elle ne pouvait pas l'être. On n'avait même pas été intimes si souvent ces derniers temps. La vie est chargée. Les choses ralentissent. Je n'y avais pas prêté plus d'attention que ça. Non. Pourquoi tu demandes ça? Longue pause. Du vent en arrière-plan, comme si elle était dehors. Parce que j'ai trouvé des papiers dans le camion de Michael ce matin.
Un dossier de prestation prénatale d'une clinique pour femmes à Aurora. Des plannings de rendez-vous. Des formulaires d'assurance. Des infos sur les vitamines, tout le bazar. Je cherchais ces lunettes de soleil parce que j'avais laissé les miennes au restaurant la semaine dernière. J'ai trouvé ce dossier fourré sous le siège passager. Elle a marqué une pause. Quand elle a continué, sa voix avait baissé encore plus. Michael est listé comme le contact d'urgence, pas toi. Michael. Et la section des informations sur la patiente porte le nom de Rena. Son nom de jeune fille, Rena Hartley. Le nom qu'elle n'utilisait que pour les choses qu'elle ne voulait pas relier à sa vie conjugale. De vieux comptes de réseaux sociaux, la carte de crédit qu'elle avait depuis la fac. Des choses d'avant nous. Eva, tu es sûre? J'aimerais ne pas l'être. Tu as vraiment vu son nom? Imprimé. Comme s'il n'avait même pas peur que tu le découvres. Je sais. La voix d'Eva s'est brisée. Mais j'ai appelé la clinique. Je sais que je n'aurais probablement pas dû, mais je ne pouvais pas rester assise là à fixer les papiers. J'ai fait semblant de confirmer un rendez-vous pour une amie. J'ai donné le nom de jeune fille de Rena, je l'ai appelée. Ils ont dit que la prochaine visite est le 3 octobre. La patiente est Rena Hartley. Je suis resté assis là, essayant de faire s'emboîter les pièces d'une autre manière. Une manière qui ne finissait pas avec ma femme enceinte de mon meilleur ami. Elle ne s'emboîtait pas. Zach, je ne sais pas ce que ça signifie. Peut-être qu'il y a une explication, mais je devais te le dire avant de décider quoi faire de mon côté. Je ne pouvais pas juste garder ça pour moi. Je lui ai dit que j'appréciais l'appel. J'ai dit que j'allais vérifier. On a convenu de se reparler dans quelques jours, et on a raccroché. Je suis resté assis dans le vestiaire pendant probablement 20 minutes, fixant le tableau noir où Rena écrivait les listes de courses, essayant de réorganiser la réalité en quelque chose qui avait du sens. Ça ne se réorganisait pas. Ce soir-là, j'ai regardé Rena rentrer de son service à l'hôpital. Coordinatrice administrative, un emploi stable, de bons avantages, des horaires réguliers. Elle a enlevé ses chaussures près de la porte comme toujours. M'a embrassé sur la joue comme toujours. A demandé comment s'était passée ma journée. A commencé à sortir des choses du frigo pour préparer le dîner. La même routine que 1000 autres soirs. Tu es silencieux ce soir, a-t-elle dit. Longue journée, lui ai-je répondu. Elle a souri comme si ça résolvait tout. Bien. J'ai besoin que tu sois solide en ce moment. Ouais, ai-je dit. Solide. Sauf que maintenant, je cherchais les fissures. Et une fois qu'on commence à chercher, elles apparaissent partout. La façon dont elle inclinait son téléphone quand elle envoyait des SMS. Les visites à la salle de sport qui avaient triplé durant l'été. Toujours le soir, toujours avec 45 minutes de retard. Le week-end, il y a 2 mois, quand elle est allée à Boulder pour rendre visite à sa copine de fac, et qu'elle est revenue rayonnante. Elle avait dit que l'air de la montagne lui avait fait du bien. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Maintenant, ça ressemblait à toute autre chose. Elle s'activait dans la cuisine. La même femme que je regardais depuis 11 ans, mais maintenant, il y avait quelque chose sous tout ça. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté allongé dans le noir à écouter sa respiration, me demandant depuis combien de temps elle était devenue quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle. Mon superviseur a demandé si tout allait bien. J'ai dit, un truc à l'estomac. Ça devrait aller demain. J'ai attendu que Rena parte au travail. J'ai regardé sa voiture disparaître au bout de la rue. Puis j'ai conduit jusqu'à Aurora. La clinique était dans un bel immeuble près de Havana Street. Prénatal Partners, cher et discret. La discrétion coûtait un supplément là-bas. Je suis resté assis sur le parking pendant 40 minutes, répétant ce que j'allais dire, ce que j'espérais entendre, ce que j'étais terrifié de confirmer. Je suis entré, j'ai dit à la réceptionniste que je venais confirmer le rendez-vous de ma femme, j'ai donné le nom de jeune fille de Rena, en l'épelant soigneusement. Elle a tapé un instant, a levé les yeux avec un sourire professionnel. Oh, oui. Le 3 octobre. En fait, nous avons déjà confirmé avec le contact d'urgence hier. Avez-vous besoin d'autre chose? Quelque chose s'est glacé dans ma poitrine. Confirmé avec qui?
Le contact d'urgence enregistré dans le dossier. Le nom? Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. Michael Weston. Je l'ai remercié. D'une voix calme, je ne sais comment. Je suis sorti sur le parking sur des jambes qui semblaient déconnectées de mon corps. Je suis resté assis dans mon camion pendant un long moment. D'autres gens allaient et venaient. Des vies normales. La mienne n'était plus normale. Michael listé comme contact d'urgence. Confirmant les rendez-vous comme si c'était son bébé. Parce que c'était le sien. La rage est venue ce soir-là. Pendant la journée, j'étais engourdi. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme. Je me suis assis dans le garage à fixer le F-Cent comme si son bloc-moteur pouvait contenir les réponses aux questions que je n'arrivais pas à poser à voix haute. Mais après que Rena fut rentrée, qu'elle eut préparé le dîner et qu'elle fut allée se coucher comme si rien au monde n'avait changé, je suis descendu, je me suis tenu dans la cuisine sombre, et quelque chose en moi s'est fissuré grand ouvert. J'ai frappé la porte du garde-manger 2 fois, 3 fois. Le bois a éclaté, des éclats de peinture se sont éparpillés sur le sol, le sang coulant sur mes jointures. Je restais là, respirant fort, avec 20 ans d'amitié qui repassaient dans ma tête, comme un film que j'avais mal compris tout ce temps. La salle d'attente de l'hôpital quand mon père a eu son AVC. 16 heures sur ces chaises en plastique. Michael m'apportant du café. Appelant mon frère. Gérant des choses que je ne pouvais pas gérer parce que mon cerveau s'était éteint. Le prêt. 40,000 $ que j'ai co-signé parce qu'aucune banque ne voulait le toucher. J'ai mis mon crédit en jeu. Ma stabilité financière, parce que c'est ce qu'on fait pour quelqu'un à qui on confierait sa vie. Son mariage. Debout à côté de lui à l'hôtel, le regardant promettre l'éternité à Eva, portant un toast sur la fraternité et la loyauté. Chaque mot n'était que foutaise, apparemment. Et maintenant, il allait avoir un bébé avec ma femme, le planifiant depuis des mois, riant à ce sujet dans des SMS pendant que je reconstruisais son équipement le week-end. J'ai laissé la brûlure m'envahir pendant 10 minutes. Puis j'ai nettoyé ma main à l'évier, jeté le bois cassé à la poubelle, enveloppé mes jointures dans du papier absorbant, et je me suis assis à la table de la cuisine jusqu'à ce que mon pouls cesse de marteler. Parce que la rage rend stupide, et la stupidité vous fait enterrer dans un tribunal de divorce. Les jours suivants, j'ai fait attention sans que ce soit évident. Rena réorganisait nos finances depuis des mois. Rationalisation, appelait-elle ça. J'avais pensé que c'était juste elle qui était efficace. Elle était toujours douée avec l'argent, toujours en train d'optimiser les systèmes. J'avais été reconnaissant d'avoir une chose de moins à gérer. Maintenant, je regardais vraiment ce qu'elle faisait. Elle avait déplacé 42,000 $ vers un compte qui avait techniquement mon nom attaché, mais qui nécessitait sa signature pour tout retrait supérieur à 5 cents. Elle avait changé les questions de sécurité pour des réponses que je ne connaissais pas, changer les notifications par email pour qu'elles seules reçoivent les alertes. Il y avait plus. 3 semaines plus tôt, elle s'était discrètement retirée comme partie responsable sur 2 de nos cartes de crédit conjointes. Les comptes étaient toujours ouverts, fonctionnaient toujours, mais si je faisais des dépenses maintenant, elles seraient pour moi seule. Elle avait aussi demandé une augmentation de la limite de crédit sur la carte qui était juste à son nom. 20,000 $ de crédit disponible auquel je n'avais aucun accès. Puis j'ai trouvé les brouillons de mai sur notre ordinateur partagé. Le premier adressé à sa sœur Lydia. Objet, si les choses se compliquent. 3 paragraphes décrivant à quel point j'agissais bizarrement, distant, méfiant, contrôlant. Comment elle marchait sur des œufs autour de moi depuis des mois. Comment elle pourrait avoir besoin d'un endroit où rester quand je finirais par mal réagir. Le deuxième adressé à son département RH, daté de 3 semaines plus tôt, demandant des informations sur les politiques de congés pour raisons familiales et les programmes d'aide aux employés pour les situations domestiques difficiles. Rien qui ne m'accusait directement, juste assez pour établir un registre d'inquiétude. Elle construisait son histoire brique par brique. Le récit du mari instable. Au moment où la vérité éclaterait, elle aurait de la documentation remontant à plusieurs mois, des témoins ayant entendu parler de ses inquiétudes, une trace écrite la faisant passer pour la victime fuyant le danger, et moi pour la menace dont elle avait averti tout le monde. Barbecue du vendredi chez nous. Michael et Eva sont venus comme toujours. Burger sur le grill, thé glacé dans la glacière. La même routine qu'on avait faite 100 fois au cours de 8 ans d'amitié. Je voyais Michael différemment maintenant.
La façon dont il évitait de soutenir mon regard trop longtemps. La façon dont sa main s'attardait sur l'épaule de Rena quand il lui tendait un verre. Le petit sourire privé qu'il partageait quand il pensait que personne ne faisait attention. Vers 21h, je suis allé à l'intérieur pour prendre plus de charbon dans le garage. Michael m'a suivi. Il s'est appuyé contre mon établi, les bras croisés. « Et mec, ça va ?» Je lui ai tourné le dos, déplaçant des sacs. « Bien. Des trucs de boulot. Rena a mentionné que tu étais distant. Elle s'inquiète pour toi. » Mes mains se sont arrêtées. Je me suis retourné lentement. Il avait ce visage d'ami inquiet. Pratiqué. Ayant l'air sincère. Inquiète de quoi? Ai-je demandé. Michael a haussé les épaules. Que tu réagisses au. Enfin, quoi? Ses yeux ont fui. Le stress. La vie. Elle a dit que tu vérifiais son téléphone, que tu posais des questions sur ses allées et venues. Il a penché la tête. Ce n'est pas ton genre, Zach. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Il me testait, essayant de voir si je savais, essayant de me faire dire quelque chose qu'il pourrait rapporter à Rena. Je l'ai regardé dans les yeux. Peut-être que je suis juste fatigué. Il a soutenu mon regard un instant de trop, puis a hoché la tête, m'a tapé sur l'épaule. Si jamais tu as besoin de parler, mon frère, je suis là. Il est retourné dehors. Je suis resté dans le garage pendant une autre minute, les mains tremblantes. Pas de peur, mais de l'effort fourni pour ne pas l'envoyer à travers le placo juste là. Je n'allais pas leur donner cette scène. Pas encore. Le mardi suivant, Rena m'a testé. Je suis rentré du travail et elle était dans le salon avec son téléphone sorti, orienté vers moi. Et, tu étais où? Sa voix était décontractée. Trop décontractée. Boulot. La circulation était mauvaise sur la I-70. Tu étais en retard. J'ai essayé d'appeler. Le téléphone était dans mon sac. Tu réponds toujours, a-t-elle dit. Pas toujours. Elle a tapoté son téléphone une fois. D'accord, juste, ne rend pas ça plus difficile que nécessaire. Ouais, ai-je dit. Pareil. Elle m'a observé, attendant, le téléphone toujours dans sa main, l'écran tourné dans ma direction. Je suis passé devant elle vers la cuisine sans un autre mot. Ce soir-là, quand elle était sous la douche, j'ai vérifié son téléphone. Application d'enregistrement téléchargée, installation fraîche, pas encore d'enregistrement, mais c'était là, prêt. Elle avait essayé de me pousser à faire quelque chose qu'elle pourrait utiliser. Jeudi, j'ai retrouvé Eva dans un café à l'autre bout de la ville. Des cernes sous les yeux, les mains enroulées autour d'une tasse dans laquelle elle ne buvait pas, les épaules voûtées comme si elle essayait de se faire plus petite. Elle avait trouvé plus de choses de son côté. Beaucoup plus. Des relevés de cartes de crédit remontant à 6 mois. Des débits dans des hôtels en ville. Des restaurants dont elle n'avait jamais entendu Michael parler. Un achat de bijoux qui ne s'était jamais transformé en cadeau pour elle. Des SMS sur son téléphone remontant à 8 mois. Pas juste des trucs de drague, des messages explicites, de la planification, de la coordination. Elle m'a montré des captures d'écran. Je ne voulais pas regarder, mais j'avais besoin de voir exactement à quoi j'avais affaire. Les messages étalaient tout le plan. Rena avait écrit à Michael en juin, on doit bien chronométrer ça. Si j'annonce trop tôt, il pourrait exiger un test avant la naissance. La réponse de Michael, alors, on attend que ce soit évident. On fait ça dans un lieu public. Beaucoup de témoins. Rena, je pensais à votre dîner d'anniversaire de mariage. Tous ceux qu'on connaît seront là. Il ne pourra pas faire de scandale sans ressembler exactement à la personne que j'ai décrite. Michael, parfait. On verrouille ça. Il y avait des messages sur l'argent aussi. Rena avait mentionné obtenir une estimation de la maison, lançant l'idée de refinancer pour accéder à la valeur nette avant que les choses ne se compliquent légalement. Michael avait suggéré de déplacer les objets de valeur dans un garde-meuble avant l'annonce pour qu'il y ait moins de choses à se disputer lors de la séparation. Ils avaient même discuté de la façon de gérer Eva. Michael était censé commencer à chercher des disputes avec elle dans les mois précédant la révélation. Créer de la distance. Faire en sorte que leur divorce ait l'air d'être déjà en cours avant que l'infidélité ne sorte.
Rena avait écrit, si on joue bien le coup, ça ressemblera à 2 mariages en échec qui ont coïncidé. Pas comme si on avait planifié quoi que ce soit. La réponse de Michael continue juste à travailler sur l'histoire de son état mental. S'il explose, il prouve ton point de vue. S'il n'explose pas, il accepte. Dans les 2 cas, on gagne. J'étais assis là à lire des messages entre ma femme et mon meilleur ami, les regardant discuter de comment démanteler ma vie. Eva pleurait silencieusement de l'autre côté de la table. Pas moi. Je lui ai rendu le téléphone. Ce n'était pas une aventure qui a dérapé. C'était une stratégie de sortie avec moi comme pigeon. Eva a dégluti. Il a dit que tu te coucherais. Bien sûr qu'il l'a dit. Il a dit que tu détestes les conflits. J'ai hoché la tête une fois. Faisons-lui une surprise. Elle a hoché la tête. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les laisser croire que ça marche jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La semaine suivante, j'ai avancé mes pions. J'ai redirigé mon virement de salaire vers un compte dans une autre banque. J'ai retiré les réserves d'argent des comptes auxquels Rena pouvait accéder. J'ai gelé mon crédit partout. J'ai retenu les services de Ben, l'avocat que mon collègue m'avait recommandé. Froid, efficace, traiter le divorce comme une chirurgie. Ben a exposé les choses simplement. Le désaveu de paternité devait se faire vite avant qu'un certificat de naissance ne soit déposé. Un test ADN réglerait ça. Il a dit que si je bougeais vite et gardais mon nom en dehors de tout, le vrai père serait responsable à ma place. La maison était à moi avant le mariage. Héritage de grand-mère, bien propre. Rena ne pouvait pas y toucher. Son conseil, ne pas confronter. La laisser faire le premier pas public, puis répondre. Puis je me suis souvenu du prêt. 40,000 $ que j'avais co-signé pour l'équipement de Michael. Si son entreprise coulait, je serais responsable de ce qu'il restait à payer. J'ai appelé le prêteur lundi matin, confirmé mon exposition. 18,000 $ encore dû. Ben leur a envoyé une notification formelle indiquant que je surveillerais le compte et poursuivrais le recouvrement contre Michael directement si les paiements s'arrêtaient. Je les ai mis en alerte, je me suis assuré que mon nom était dans leur dossier comme quelqu'un qui surveillerait. Cette même semaine, j'ai géré le reste. Changer les bénéficiaires sur mes comptes de retraite et mon assurance vie. Le nom de Rena a disparu, celui de mon frère l'a remplacé. Je l'ai retiré comme contact d'urgence au travail. J'ai déplacé les albums photos de ma grand-mère et l'acte de propriété original de la maison dans un coffre-fort à la nouvelle banque. J'y ai mis les papiers du F100 aussi. Ce week-end-là, je suis passé devant le garde-meuble que Rena avait loué. Je ne pouvais pas voir à l'intérieur, mais je savais ce qu'il y avait. Des choses qu'elle voulait sortir de la maison avant que tout n'explose. Des choses qu'elle ne voulait pas que j'aie. J'ai aussi trouvé la carte de l'expert immobilier dans son sac à main. J'ai appelé le numéro, prétendu confirmé. Il a dit que Madame Harper avait demandé une évaluation du marché le mois dernier pour des besoins de refinancement. Refinancer la maison de ma grand-mère, une propriété à mon nom seul. Elle essayait de construire une trace écrite, d'établir une revendication sur quelque chose qui n'avait jamais été à elle. Le dîner du 8e anniversaire de mariage de Michael et Eva était prévu pour samedi soir. Un steakhouse au centre-ville, salle privée, 20 personnes, amis proches, un peu de famille, quelques contacts professionnels de Michael devenus des connaissances sociales au fil des ans. Rena a passé toute la semaine à se préparer. Nouvelle robe, rendez-vous chez le coiffeur jeudi après-midi, ongles faits vendredi matin. Elle rayonnait comme les femmes enceintes rayonnent quand elles sont prêtes à partager une nouvelle avec tout le monde. Sauf qu'elle ne partageait pas une nouvelle. Elle refermait un piège. C'était la scène qu'ils avaient choisie. 20 témoins, des gens qui nous connaissaient depuis des années, qui croiraient la version des faits de Rena si je réagissais mal, qui se souviendraient du mari fou qui ne pouvait pas gérer une bonne nouvelle au sujet d'un bébé. Jeudi soir, Michael s'est pointé chez moi à l'improviste. J'étais dans le garage à travailler sur le système d'allumage du F100 quand j'ai entendu son camion entrer dans l'allée. Moteur coupé, portière claquée, bruit de pas montant l'allée. Il est entré par la porte latérale comme il l'avait toujours fait depuis 20 ans. Tu as une minute? J'ai posé la clé à douille que je tenais. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon sans me presser. Quoi de neuf? Il se tenait les mains dans les poches, regardant les taches d'huile sur le sol. Il ne voulait pas croiser mon regard. D'homme à homme.
Je veux m'assurer qu'on est solide avant samedi. Pourquoi on ne le serait pas? Il a changé de pied d'appui, a levé les yeux vers moi avec ce regard inquiet. Rena dit que tu as été bizarre ces derniers temps. Elle a peur. C'est moi en train de faire quelque chose, Zach, a-t-il dit. Note du traducteur, le texte original contient une confusion dans les pronoms au nom ici, mais le contexte suggère que Michael parle à Zach. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire? Ça veut dire que tu ne devrais pas être ici, ai-je dit. Je l'ai fixé. Faire quelque chose comme quoi? Je ne sais pas. Il a soutenu mon regard. C'est ce qui lui fait peur. Elle est dans une situation délicate en ce moment. Elle a besoin de soutien, pas de suspicion. L'audace du truc m'a frappé comme un coup physique. Debout dans mon garage, me disant que ma femme avait besoin de son soutien à lui. L'homme qui couchait avec elle depuis 8 mois pendant que je reconstruisais son carburateur et couvrais ses échéances de près quand il était à court. J'ai senti mes mains se serrer, mon pouls martelé dans mon cou. Chaque instinct que j'avais hurlé de l'attraper par le col, de le plaquer contre l'établi, et de lui faire cracher ses aveux juste là. Le faire dire à voix haute, le faire expliquer comment il pouvait faire ça à quelqu'un qui avait été là pour toute sa vie d'adulte. Mais c'était exactement ce qu'il voulait. Quelque chose que Rena pourrait décrire à son département RH. Quelque chose que Michael pourrait raconter au groupe d'amis lors du dîner de samedi. La preuve que j'étais exactement l'homme instable et dangereux qu'il dépeignait depuis des mois. Je n'allais pas leur donner ça. Pas encore. J'ai forcé mes épaules à se détendre. Tu devrais partir. J'essaie juste d'aider. Si quelque chose te tracasse, on peut en parler. C'est ce que font les frères. Le mot frère va flotter dans l'air entre nous. 20 ans d'histoire dans ce seul mot. Tout ça, c'était des ordures maintenant. Maintenant. Il a levé les paumes, a reculé vers la porte. D'accord, sache juste que je suis là pour toi. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé partir. Quand son camion s'est éloigné, je suis resté dans le garage pendant 20 minutes, respirant lentement, laissant le voile rouge s'estomper de ma vision. Samedi est arrivé. J'ai mis une chemise propre, j'ai conduit Rena au restaurant, j'ai souri à l'hôtesse, serré la main de gens que je connaissais depuis des années. Michael et Eva nous ont accueillis à la porte. Eva était pâle. Elle savait que quelque chose allait arriver. Elle ne savait pas ce que j'allais faire. Le dîner s'est déroulé comme n'importe quel dîner. Apéritif, boisson, conversation. Rena a travaillé la salle, sa main effleurant occasionnellement son ventre comme si elle ne pouvait pas attendre de partager le secret. Je me suis assis à ma place, j'ai bu, et j'ai attendu. Le toast est arrivé après le plat principal. La pièce était chaude et confortable. Les assiettes étaient débarrassées, les verres remplis. Eva s'est levée la première. Sa chaise a grincé quand elle l'a reculée. Quelque chose de doux à propos de 8 ans avec Michael. Construire une vie ensemble, avoir hâte de voir ce qui viendra ensuite. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient quand elle a levé son verre. Puis Michael s'est levé, a ajusté sa cravate, s'est éclairci la gorge, a dit qu'il voulait ajouter quelque chose pour rendre la soirée spéciale. Il a regardé Rena. Elle lui a souri. Un sourire qui pensait que personne ne regardait. Le genre qui disait, on est sur le point de gagner. Puis elle a lissé sa robe, a fait teinter sa fourchette contre son verre jusqu'à ce que la pièce devienne silencieuse. 20 visages se sont tournés vers elle. Elle a posé sa main sur son ventre, ce geste maternel répété. Je sais que c'est la soirée de Michael et Eva, et je déteste voler la vedette, mais nous avons une nouvelle que nous attendions de partager avec tous ceux qu'on aime. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants de comédie, attendant que je souris, que je joue le mari reconnaissant qui a enfin eu le miracle qu'il attendait. Zach et moi allons être parents. La salle a explosé. Les chaises ont grincé alors que les gens se levaient. Quelqu'un a crié « Enfin !» Emily, une collègue de Rena, a commencé à pleurer immédiatement. Michael avançait déjà vers moi. Main tendue. Inquiet. Visage d'ami solidaire verrouillé. Prêt à me serrer la main et sceller le mensonge. Je me suis levé lentement. Les acclamations se sont éteintes par vagues à mesure que les gens remarquaient. Je ne souriais pas. Je n'allais pas vers Rena. Je ne tendais pas la main vers Michael. Le silence s'est installé sur la pièce comme un poids.
20 visages fixés sur moi. J'ai levé mon verre. J'ai balayé la salle du regard lentement. J'ai trouvé Eva de l'autre côté de la table. Elle était devenue blanche, la main figée à mi-chemin de sa bouche. Elle savait. Elle savait depuis 2 semaines. Elle ne savait pas ce que j'étais sur le point de faire. J'ai regardé Michael, j'ai soutenu son regard jusqu'à ce que son sourire commence à vaciller. J'ai regardé sa gorge bouger alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Félicitations. C'est mon meilleur ami le père. 3 secondes d'immobilité absolue. Ça a semblé durer 1 heure. Personne n'a bougé. Personne n'a respiré. La voix d'Eva est devenue fluette. Michael, n'ose pas me mentir. Eva, pas ici, a chuchoté Michael. Juste ici, a-t-elle dit. Réponds. Il ne l'a pas fait. Le visage de Michael est passé par la confusion, la reconnaissance, la peur, le calcul. Pour finalement s'installer sur un déni désespéré. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Sa main tendue est tombée sur le côté comme si quelqu'un avait coupé les fils. Rena a attrapé mon bras fermement, les ongles s'enfonçant dans ma peau. Arrête. A-t-elle sifflé assez bas pour que je sois le seul à entendre? Ou quoi? Ai-je demandé. Sa prise s'est resserrée. Ne fais pas ça. Tu l'as déjà fait. Je ne l'ai pas regardé. J'ai gardé mes yeux sur Michael. La clinique à Aurora, celle où tu as confirmé le rendez-vous? Les papiers qu'Eva a trouvés dans ton camion? Le texto sur le fait de verrouiller ça ici pour que je ne puisse pas poser de questions sans prouver tout ce qu'elle raconte sur moi? Quelqu'un au bout de la table a chuchoté, oh mon Dieu. Le père de Michael fixait juste le vide, le visage devenant gris. Eva s'est levée lentement, sa chaise a hurlé contre le sol, fixant Michael comme si elle regardait un étranger porter le visage de son mari. 8 ans de mariage s'effondrant juste là devant tous ceux qui avaient assisté à leurs noces. Michael a finalement retrouvé sa voix. Zach, mon pote, c'est dingue. Tu es confus. Allons dehors. Et je me suis tourné vers Rena pour la première fois. Tu as écrit des emails sur mon état mental. À ta sœur. À tes RH. Tu as déplacé 40,000 balles vers des comptes auxquels je ne peux pas toucher. Tu as loué un garde-meuble. Fait estimer la maison de ma grand-mère pour un refinancement sans me le dire. Son visage est devenu blanc. Tu as construit l'histoire du mari instable pendant des mois. Tu as posé chaque brique. Le problème, c'est que j'ai découvert le tout avant que tu puisses finir le mur. Michael a fait un pas vers moi. La main se levant comme s'il allait me guider vers la sortie. Zach, si tu écoutes juste. Je me suis retourné contre lui, la voix froide et égale, mais avec quelque chose en dessous qui l'a fait arrêter de bouger 20 ans, et c'est ce que tu fais? Il a tressailli. Il a vraiment tressailli. Il a fait un pas en arrière. Tu devrais probablement arrêter de parler. Tu as 18 ans de pension alimentaire devant toi. Économise ton souffle. Tu vas en avoir besoin pour le tribunal. J'ai posé mon verre, j'ai traversé la salle, passant devant les visages figés et les téléphones à moitié levés, devant Emily avec sa main sur sa bouche, devant la mère de Michael qui avait l'air d'être sur le point de vomir. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a dit un mot. Mes mains ont tremblé pendant tout le trajet du retour. Rena n'est pas rentrée ce soir-là. Elle a envoyé un texto vers minuit, je reste chez Lydia, besoin d'espace. Ça a rendu tout plus simple. J'ai appelé Ben à la première heure lundi. Papier déposé à midi. Demande de divorce plus désaveu formel de paternité avec une demande de test ADN. Mardi, un huissier a trouvé Rena chez Lydia à Lakewood. Je n'étais pas là, mais Ben m'a dit qu'elle avait pleuré et demandé s'il y avait un moyen d'arrêter ça. Il n'y en avait pas. Mercredi, Ben a confirmé que puisque Rena était partie volontairement et que son nom n'avait jamais été sur l'acte de propriété, je pouvais changer les serrures de la maison. J'ai fait venir un serrurier l'après-midi même. Jeudi, Rena s'est pointée avec Lydia pour récupérer ses affaires. Ben m'avait aidé à organiser ça. Transfert neutre, tout documenté. Je suis resté dans le salon pendant qu'elle faisait les cartons. Lydia me fusillait du regard comme si j'avais personnellement assassiné son chat. Rena a essayé 2 fois d'entamer une conversation. Les 2 fois,
j'ai levé mon téléphone et dit, on garde ça professionnel. Elle a pris des vêtements, des articles de toilette, une boîte à bijoux, a essayé de prendre l'iPad. Je lui ai rappelé que c'était le mien avant le mariage. Elle l'a reposé. Quand elles sont parties, j'ai changé le code du garage. Eva a déposé sa demande contre Michael dès le vendredi. Son avocate était un requin d'un cabinet du centre-ville, spécialisé dans les divorces très conflictuels. Une femme qui souriait quand elle parlait de saisie d'actifs. Elle s'est attaquée à tout. L'entreprise de paysagisme, la maison, son équipement, sa liste de clients, ses comptes de retraite. Les retombées ont frappé Michael vite et fort. Le lundi après le dîner, son plus gros client commercial a annulé. 5 ans de travail régulier, disparu en un appel de 10 minutes. Le gestionnaire immobilier était au dîner, avait tout vu, et a appelé à la première heure lundi, on prend une direction différente. Clic et dès mercredi, 2 des 3 membres de l'équipe de Michael ont démissionné. Ils étaient tous les deux au dîner aussi. Ils avaient amené leur femme, avaient regardé leur patron se faire exposer comme le gars qui couchait avec la femme de son meilleur ami depuis 8 mois tout en prévoyant de faire élever le bébé par l'ami. Ils n'ont pas dit grand-chose quand ils ont démissionné, ont juste déposé leur chemise d'entreprise et leurs clés, et ont dit qu'ils avaient trouvé du travail ailleurs. Le seul gars qui est resté, un jeune nommé Evan qui avait besoin de la paix, a demandé une augmentation pour compenser le travail en sous-effectif. Michael ne pouvait pas se le permettre, mais a payé quand même parce qu'il n'avait pas le choix. Son fournisseur d'équipement l'a mis en condition un paiement comptant uniquement dès le lundi suivant. La ligne de crédit qu'il avait construite sur 5 ans s'est volatilisée avec un coup de fil. Les nouvelles vont vite dans le métier. Les gens parlent chez les fournisseurs, sur les chantiers, dans les cafés où les équipes prennent leur petit-déj avant le travail. En 2 semaines, tous ceux qui comptaient connaissaient l'histoire. 2 semaines après le dîner, Michael a reçu sa signification sur un chantier. L'huissier est entré directement sur la propriété où Michael posait du gazon pour un client résidentiel, lui a remis les papiers de divorce d'Eva devant son seul membre d'équipe restant et le propriétaire qui regardait depuis le patio. Le visage de Michael est devenu rouge. Le propriétaire a appelé son bureau cet après-midi-là pour mettre le projet en pause en attendant l'examen de la situation. Ils n'ont jamais rappelé. J'ai entendu la plupart de ces choses par des amis communs, les rares qui parlaient encore aux deux camps. Personne ne se bousculait pour défendre Michael. Difficile de construire un récit de sympathie quand 20 personnes vous ont vu vous faire exposer pour avoir prévu de coller à votre meilleur ami 18 ans de pension alimentaire pour l'enfant d'un autre. Le groupe d'amis a éclaté rapidement après le dîner. La plupart des gens qu'on connaissait depuis des années étaient dans cette pièce. Aux premières loges pour tout le désastre. Ils avaient regardé Rena annoncer une grossesse, puis l'avaient vu se faire exposer pour porter l'enfant de son amant tout en construisant une trace écrite pour me faire passer pour dangereux. Difficile de prétendre que c'était compliqué quand 20 personnes ont vu le moment exact où le masque est tombé. En 1 semaine, j'avais reçu des textos de 4 personnes différentes demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quoi que ce soit, si je voulais prendre un café et parler. Pas une seule d'entre elles n'a demandé la version de Rena. Pas une seule n'a suggéré que j'avais peut-être réagi de manière excessive. Ils en avaient vu assez. Rick, un gars que Michael et moi connaissions depuis nos jours à l'entrepôt, m'a appelé directement le mardi suivant. Il a dit qu'il avait un pressentiment bizarre à propos de Michael depuis un moment, mais qu'il n'avait jamais su comment dire quoi que ce soit. Il a dit qu'il était désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Les quelques personnes qui ont essayé de rester neutres ont simplement disparu. Ont arrêté de venir aux événements, ont arrêté de répondre aux textos de groupe. Plus facile d'éviter le gâchis entièrement que de choisir un camp publiquement. En 1 mois, le cercle social que nous avions construit sur 8 ans s'était réorganisé. Rena et Michael d'un côté avec presque personne. Moi et Eva de l'autre avec presque tous ceux qui comptaient. La situation de Rena s'est effondrée différemment, mais tout aussi durement. Son coup avec les RH s'est retourné contre elle complètement. La femme qui gérait les programmes d'aide aux employés à l'hôpital était au dîner, aux premières loges pour le tout. Elle avait regardé Rena annoncer une grossesse, puis l'avait vue se faire exposer comme portant le bébé de son amant tout en construisant une trace écrite pour piéger son mari comme étant dangereux. Ces emails que Rena avait rédigés sur mon comportement contrôlant et son besoin de congé familial semblaient bien différents maintenant, pas la documentation d'une femme effrayée, mais la préméditation d'une fraude. 2 semaines après le dîner, Rena a été convoquée pour une réunion avec les RH. Ils ont utilisé des mots comme professionnalisme au travail, valeur de l'entreprise et conduite inappropriée.
Elle n'a pas été virée sur le champ. Ils ont été prudents là-dessus. Mais elle n'allait pas être promue. Elle n'obtenait plus les bonnes affectations. Elle n'était plus invitée aux réunions qui comptaient. Lydia en a eu assez de l'héberger au bout de 3 semaines. Difficile d'avoir sa sœur vivant dans sa chambre d'amis indéfiniment quand elle est le sujet de chaque conversation de groupe dans laquelle vous êtes. Quand les propres amis de Lydia ont commencé à poser des questions pointues lors d'événements sociaux, Lydia a finalement dit à Rena qu'elle devait trouver son propre endroit. Rena a fini dans un complexe d'appartements T2 près de l'aéroport d'Eia. Murs fins et disputes sur le parking à 2 heures du matin. Michael a emménagé parce qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre mieux. Ils étaient coincés l'un avec l'autre maintenant, et d'après ce que j'ai entendu, ça se passait à peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Le test de paternité est revenu fin janvier, peu de temps après la naissance du bébé. Test ADN ordonné par le tribunal. Pas de place pour la discussion. Michael était le père biologique. Son nom a été mis sur le certificat de naissance. Les obligations de pension alimentaire ont commencé à la naissance et couraient pour 18 ans. Ben s'est assuré que je ne sois responsable de rien. Pas de signature sur les papiers de l'hôpital. Pas de reconnaissance de paternité. Une séparation nette entre moi et un gamin qui n'a jamais été le mien. L'avocate d'Eva a démantelé Michael dans la procédure de divorce. Il a perdu la maison. A dû liquider de l'équipement pour couvrir le règlement. A vendu 2 camions et une remorque. La vente de l'équipement a remboursé le prêt que j'avais co-signé. Le prêteur a eu son argent. Mon nom a été retiré des papiers. Une chose de moins me liant à lui. Il a perdu la plupart de ses comptes commerciaux et la moitié de ses comptes résidentiels. L'entreprise a survécu sur le papier mais couvrait à peine les coûts d'exploitation. D'après ce que j'ai entendu, il travaillait seul maintenant. Evan avait finalement trouvé un meilleur travail. Mon divorce a été finalisé en février. Rena a eu ses biens personnels, sa voiture, et un petit règlement provenant de comptes qui existaient avant que je verrouille tout. J'ai gardé la maison, ma retraite, le F100. Puis est venue la médiation. L'avocat de Rena a demandé une conférence de règlement finale en mars. Il disait qu'il y avait des problèmes non résolus concernant le langage de la division des actifs et la formulation de la faute mutuelle dans le décret final. Je savais ce que c'était vraiment. Une dernière chance de réécrire l'histoire. Une tentative de plus pour transformer la défaite en quelque chose avec quoi elle pourrait vivre. Ben m'avait préparé à l'avance, m'avait dit qu'elle essaierait probablement de négocier des changements sur la façon dont le divorce était caractérisé dans les dossiers du tribunal. Il avait raison sur toute la ligne. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence de l'immeuble de Ben. Rena était assise de l'autre côté de la table avec son avocat. Elle était plus mince maintenant, l'air fatigué. Michael n'était pas avec elle. Il ne pouvait probablement pas se permettre de manquer le peu de travail qu'il avait encore. Son avocat a commencé avec le baratin habituel, résolution à l'amiable, intérêt des deux parties, aller de l'avant de manière productive au lieu de s'attarder sur le passé. Puis Rena a pris le relais. Elle voulait que le langage du décret soit changé, pas d'attribution de faute, différends irréconciliables purement mutuels, rien sur les circonstances ou les tierces parties. Elle voulait une clause de non-dénigrement empêchant l'un comme l'autre de discuter de ce qui s'était passé. Et elle voulait une formulation qui empêcherait quiconque d'assigner à comparaître l'email qu'elle avait rédigé sur mon état mental. Je t'offre la paix, a-t-elle dit. Non, ai-je dit. Tu vends du silence. Sa mâchoire s'est crispée. Appelle ça comme tu veux. Bien, ai-je dit. Je n'achète pas. Son avocat est intervenu. Ma cliente demande également un ajustement financier. Compte tenu des dommages à sa réputation professionnelle, elle demande une compensation supplémentaire sur les biens matrimoniaux. Ben n'a pas scié. Non. Rena s'est penchée en avant, m'a regardé directement. J'essaie de me protéger ici, Zach. Tu as fait en sorte que tout le monde sache ce qui s'est passé. Ma carrière est endommagée. Ma famille ne me parle plus. Je mérite quelque chose pour ça. J'ai laissé le silence s'étirer. Elle a continué. Et je veux un langage dans le décret qui dit que la chronologie de la grossesse était floue. Comme ça, personne ne peut prouver que j'ai planifié quoi que ce soit. Elle s'est reculée, a essayé un angle différent. Sa voix est devenue plus dure. Paie-moi ce que je demande et signe le non-dénigrement. Sinon, je commence à dire aux gens que tu étais violent,
contrôlant, que j'avais peur de toi. J'ai encore ces emails, Zach. Les RH les ont crus une fois. D'autres personnes le croiront aussi. Elle était là. La vraie Rena. Paie-moi ou je te salis. Je me suis levé. On a fini. Le décret reste tel qu'il est écrit. Tu ne reçois pas d'argent supplémentaire pour t'être fait prendre. Tu ne peux pas prétendre que la chronologie était floue. Et si tu veux dire aux gens que j'étais violent, vas-y. 20 témoins t'ont vu annoncer le bébé d'un autre homme comme le mien. On verra comment cette histoire passe. Elle a essayé un dernier angle. La voix plus petite maintenant. Zach, on a été mariés pendant 11 ans. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Ça comptait pour beaucoup. C'est toi qui as décidé que ça ne comptait pas. Je me suis tourné vers Ben. On a fini? Il a hoché la tête, a rassemblé ses dossiers. Je suis sorti de la salle de conférence sans regarder en arrière. J'ai pris l'ascenseur seul, j'ai traversé le hall et je suis sorti dans l'après-midi de mars. C'était fini. Michael a 18 ans de pension alimentaire et une entreprise qui garde à peine les lumières allumées. Rena a un T2 près de l'aéroport et une histoire que personne n'a cru. Moi? J'ai ma maison, un camion qui roule, et des serrures dont moi seul ai les codes. Ils voulaient écrire ma fin. Ils n'ont plus le stylo.